Michael va nous partager son histoire. Il y a 2 ans, il rejoint Timo, une petite start-up, j'allais dire une petite entité, mais non, une petite start-up à part entière. Il rejoint donc Timo en tant que DevOps, sa mission, monter l'équipe. Il monte l'équipe se transforme, parce que oui, la transformation, ce n'est pas un grand mot de grande entreprise. Toutes les entités peuvent se transformer. Il va nous raconter tout ce parcours. Pour ce qui est de la sécurité, je vais vous laisser découvrir comment elle intervient dans ce talk. Merci d'accueillir Michael de Timo. Merci Aurore. Bonjour à tous. On va parler maintenant de DevOps dans un contexte de start-up. Alors les start-up, elles ont un parcours assez standard. D'une part, elles trouvent une idée. Ensuite, elles vont aller identifier un marché. Et enfin, elles vont développer un produit pour essayer d'aller conquérir ce marché. Si tout va bien, elles vont convaincre des investisseurs, lever des fonds. C'est la croissance des effectifs avec l'expansion internationale en ligne de mire. C'est le moment qu'elles choisissent pour recruter des DevOps. Je m'appelle Michael Gibert et j'aimerais partager mon expérience au sein de Timo, une start-up que j'ai rejoint en pleine phase de croissance il y a 2 ans et demi. Timo, c'est une entreprise du Drive to Store. Notre métier, c'est d'emmener des mobinautes dans des points de vente physiques, des magasins, par l'intermédiaire de publicités ciblées. Excusez-moi une seconde. On va balayer ensemble 2 ans et demi de transformation. Et cette transformation, elle a fait évoluer notre vision de DevOps. Elle a fait changer notre organisation pour coller à cette vision. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avec à chaque étape ce qui a fonctionné et ce qui a échoué, bien sûr. Il faut savoir que quand je rejoins Timo, il y a 2 ans et demi, mon bagage DevOps, c'est You Build It, You Run It, d'une part, et The Phoenix Project, de l'autre. Mais ces 2 outils qui sont formidables pour définir un idéal DevOps à atteindre, ils souffraient d'une lacune. C'est qu'ils ne me disaient pas ce que je devais faire. Alors je me suis tourné vers mes nouveaux collègues et je leur ai demandé « C'est quoi pour vous DevOps ?» Mais j'ai eu une réponse différente par personne interrogée. Alors, qu'à cela ne tienne, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai reformulé cette question en demandant « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Comment est-ce que je peux vous aider ?» Mais là encore, la réponse a été assez floue et mon quotidien est devenu un peu plus compliqué. Mon travail s'axe sur ces 4 thèmes. Le premier, c'est que je travaille avec les développeurs sur la standardisation des pratiques de développement, sur l'architecture de leurs projets, qu'elles soient applicatives ou techniques, et sur l'automatisation, le déploiement de leurs applications. En parallèle, je travaille sur des plateformes qu'on leur met à disposition, du monitoring, de l'intégration continue et bien sûr la plateforme cloud qui héberge nos applications en production. En parlant de cette infrastructure cloud, une grosse part de mon travail consiste à la faire évoluer et je travaille essentiellement sur les éléments partagés. Nos développeurs sont autonomes sur leur production, mais j'utilise des assets partagés, les éléments réseau, load balancers, firewalls, VPC, et la partie sécurité, les IAM. Ça, c'est une partie assez standard quand on entend les DevOps Engineers. Et de l'autre côté, il y a le côté startup, il faut quand même que tout tourne. Alors, je travaille aussi à la gestion du parc matériel, les postes de travail, les imprimantes, les routeurs, les logiciels. Tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins logiciels, les comptables de Sage, les commerciaux de Salesforce. Et en gérant les comptes comme ça et les habilitations sur chacun de nos outils, eh bien, je me retrouve un peu à la croisée de plusieurs chemins et je travaille plus proche de la RH, en étant embarqué dans le process d'onboarding et d'offboarding, les circuits d'entrée-sortie. Oui, c'est ça. Et je fais le support. Si quelque chose ne marche pas, on vient me voir. Il y a aussi une partie assez transverse qui concerne la gestion des domaines, le DNS, les emails, le site public, notre site vitrine. Donc on travaille avec le marketing pour tout ce qui est mass mailing et tout ce qui concerne notre site vitrine, comment l'héberger. L'accès Internet au bureau et les outils externes. Pas que en les administrant, s'il y a des évolutions à faire sur notre modèle de CRM ou s'il y a des changements à effectuer sur notre outil de workflow, c'est moi qui vais aller travailler dans Salesforce ou dans Jira. Alors on se rend bien compte que pour une personne, c'est énorme. On ne peut pas gérer ça tout seul.
Alors, on monte une équipe, l'équipe DevOps. Cette équipe DevOps, on l'a construite autour de plusieurs piliers. On veut des gens qui aient un tronc commun de connaissances et d'appétences autour de la sécurité, l'automatisation, le cloud, le réseau, le monitoring, des compétences remarquablement Ops. Et cette organisation a un super avantage, c'est qu'on ait un support centralisé. Qui que ce soit dans l'entreprise qui a un problème d'ordre technique va venir s'adresser à nous. Et en face de ça, bien sûr, il y a des inconvénients. Ça crée des frictions avec les développeurs. Alors pourquoi? Parce que les développeurs, ils ont les équipes de développement, on en a plusieurs, elles suivent leur propre calendrier, elles ont leurs propres enjeux business. On est une start-up, si on n'enrichit pas notre produit, on meurt. Alors on doit livrer très très vite des nouvelles fonctionnalités, on doit aller conquérir ce marché. Donc ils ont une pression business qui est énorme. Et quand ils nous demandent un nouvel outil, quand ils nous demandent une nouvelle plateforme ou des nouvelles fonctionnalités sur nos plateformes, eh bien ils la veulent tout de suite. Et nous, à côté, on est en train de mettre en place une solution de visioconférence, une solution de téléphonie. On est incapable de suivre ce rythme. On ne peut pas prioriser leurs demandes. Donc quand ils nous disent « il me faut un outil », on leur dit « ok, dans 2 semaines ». Et ça, pour eux, ce n'est pas entendable. De l'autre côté, nous, on travaille aussi sur ces plateformes. Et quand on travaille sur les plateformes, quand on met à jour, quand on release de nouvelles versions, on le fait à un rythme effréné. Et quand on le fait à un rythme effréné, eux, ils sont incapables de suivre ce train de release, parce qu'ils ont leur propre pression business, leurs propres enjeux. Est-ce que nous, on peut les forcer à se mettre à jour, à se maintenir à jour, même s'il s'agit de sécurité? Non, parce que derrière, il y a un business à faire tourner. Enfin, j'ai marqué qu'on avait de la friction avec le produit, et en fait, c'est faux. C'est qu'on n'a aucune interaction avec le produit. On est une équipe support. Nous, on n'apporte pas de la valeur au produit, on apporte de la valeur en aidant les autres à faire le produit. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, moi, personnellement. Alors, à ce moment, on se dit, il faut quand même qu'on réussisse à abattre ces silos. Et on tente une approche un peu hybride, l'équipe DevOps mobile. Elle est mobile pourquoi? Parce qu'à chaque sprint, on va envoyer un membre de notre équipe DevOps dans une équipe projet, dans le but de réduire cette friction. Ça réduit les frictions. On a enfin quelqu'un qui va maintenir cette équipe de développement à jour. On va pouvoir enfin suivre ce train de release qu'on imposait auparavant. Et d'autre part, on va pouvoir les aider mieux. On va pouvoir auditer en live ce qu'ils font. On va être au plus proche de leur choix d'architecture, de leur choix d'implémentation, ce qui va nous permettre évidemment d'avoir notre mot à dire plus tôt dans la chaîne. En revanche, on manque cruellement de contexte business. Donc on est incapable de participer vraiment au développement de ces fonctionnalités. On reste un ops dans une équipe de dev. Enfin, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on est là pour 2 semaines. Un sprint, c'est 2 semaines. Et en 2 semaines, on ne peut pas traiter un problème de fond. En 2 semaines, on identifie de la dette technique, on rattrape de la dette technique. Par contre, s'il y a vraiment une épine dans le pied de l'équipe, quelque chose qui la ralentit à chaque fois, et bien si ça prend plus de 2 semaines à corriger, on laisse la poussière sous le tapis. Donc ça fonctionne, mais pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Alors, il est temps d'évoluer. On est une start-up, ça nous permet de changer assez vite de modèle. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas dans la demi-mesure. On a compris, DevOps, ce ne sera pas une personne, et DevOps, ce ne sera pas une équipe. Nous serons tous DevOps ou nous ne serons pas. Alors, on dissout cette équipe DevOps et on la répartit dans les équipes projet. Et on voit tout de suite des bénéfices importants, c'est qu'on est enfin engagé sur le long terme. On peut enfin corriger les vrais problèmes de fond. S'il faut 3 mois pour corriger un problème, on le prend à bras le corps, on travaille 3 mois, mais on ne laisse pas un caillou dans la chaussure de nos devs. On communique et on partage. Ça veut dire qu'on est impliqué dans tout ce que fait l'équipe de dev, que ce soit de l'implémentation, du design, ou alors s'il y a un problème sur l'infrastructure, on ne le traite pas tout seul, on le traite avec eux. On est toujours co-responsable de tout. Puis en fait, on est un membre de l'équipe à part entière. On se sent enfin membre de cette équipe projet. Alors, on n'a plus aucune friction avec les développeurs et on peut partager beaucoup plus qu'avant. Même mieux, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en participant au design de ces fonctionnalités, eh bien, on réduit les frictions avec le produit parce qu'on apprend à parler leur langage. On comprend enfin leurs enjeux.
On comprend leurs problèmes et on comprend ce qu'ils essayent de faire. Et eux qui ne comprenaient absolument pas ce qu'on faisait quand on parlait de DNS ou quand on parlait d'immutables infrastructures, eh ben, on ne leur parle plus dans ces termes, on leur parle en langage business. Est-ce que c'est un monde parfait? Non. Il y a 2 défauts principaux, un qu'on avait anticipé, l'autre non. On avait anticipé le fait qu'en détruisant l'équipe DevOps, on détruisait le support. On était une équipe support, on détruit l'équipe. Plus d'équipe DevOps, plus de support. On l'avait accepté, on avait ouvert un poste là-dessus pour qu'on ait quelqu'un de dédié, mais c'est quand même quelque chose, un gros changement dans l'organisation. Et de l'autre côté, beaucoup plus grave, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est l'isolement du responsable sécurité. Auparavant, il était membre de notre équipe DevOps. Aujourd'hui, il se retrouve réparti dans une équipe projet, à porter sur ses épaules la stratégie sécurité de l'entreprise, l'évaluation des risques et toute la vision sécurité en fait. Et du coup, il ne peut pas être scopé à son projet. Son scope dépasse largement celui du projet. Alors, on a un problème. Et quand on a un problème, on trouve des solutions. On essaye d'adopter un modèle de Security Champions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque équipe projet, on va identifier des gens qui sont déjà sensibilisés à la sécurité et on va en faire les relais de notre responsable sécurité. On va les former, on va leur expliquer comment, leur donner des outils. Eux, de leur côté, ils pourront impacter notre vision sécurité. On y croit dur comme fer. Et ça marche. On a enfin une vision partagée de la sécurité. Ça n'est plus l'apanage d'une personne, ce n'est plus une personne qui porte tout le poids du monde sur ses épaules. On a enfin des copains. Et les développeurs sont sensibilisés. Ils ont à leur arc de nouvelles cordes qui leur permettent de comprendre les enjeux de la sécurité et qui les aident vraiment à chiffrer ces choses-là. Mais en fait, c'est vécu plutôt comme une régression. Une régression parce que ça crée de la friction avec les développeurs et avec le produit. Pourquoi des frictions? En fait, nos security champions, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le responsable sécurité leur donne une roadmap à implémenter. De l'autre côté, le responsable produit leur donne une roadmap à implémenter. Comment prioriser ces items? Le security champion, il ne se sent pas légitime pour aller arbitrer entre les 2 items. Alors, ça n'a pas fonctionné si bien que prévu, et on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui est assez similaire à l'équipe DevOps en fait. Même problème, même solution. On se dit que la sécurité, ce ne sera pas l'affaire d'une personne, ce ne sera pas l'affaire d'une équipe, ce sera l'affaire de tous. En fait, on est tous impactés par la sécurité, et si on y pense dès le début, ça sera beaucoup plus facile. On retrouve nos avantages. On est engagé sur le long terme, plus seulement sur l'aspect développement et opération, on rajoute la sécurité dans cette boucle, dans cet engagement long terme. On est prêt à rattraper notre dette si nécessaire. On communique et on partage mieux tous ces outils, ce qui fait que tout le monde est bien mieux éduqué, et on arrive à réduire cette friction avec les développeurs. Enfin, on peut parler au produit dans son langage. Une fonctionnalité sécurité, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un coût, c'est quelque chose qui enrichit le produit. Et c'est très dur à entendre pour quelqu'un qui ne parle pas le langage de la sécurité en général. Alors, je vais prendre un exemple, on peut lui dire qu'il faudrait qu'il mette un audit log dans son application. Quand on parle de sécurité applicative, un audit log, c'est vraiment la base. Savoir qui a fait quoi quand sur mon application. Et là où c'était vu comme quelque chose de lent, d'inutile par le produit, on peut lui montrer que, en fait, montrer une frise de son activité à un utilisateur, ça lui apporte de la valeur, ça apporte de la transparence et ça crée de la confiance. Et là, on passe d'un modèle de coût à un modèle de valeur. On a créé de la valeur grâce à la sécurité, plutôt que de ralentir notre produit avec des failles à combler au quotidien. Est-ce que ce modèle est parfait? Presque. Non. On a un problème, c'est que maintenant, toutes les équipes sont autonomes pour choisir leur solution. Tout le monde est au même niveau de connaissance. Mais quand il y a 2 fois le même problème dans 2 équipes séparées, est-ce qu'on va adopter la même solution? Rien ne le garantit. Alors comment gérer ça? On essaye d'avoir une approche communautaire. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a une communauté sécurité, une communauté automatisation, une communauté cloud, une communauté back-end, une communauté front-end. Et ces gens-là, cette communauté, elle est ouverte. Et ces gens-là, les gens qui composent cette communauté, vont décider ensemble des grandes directions technologiques de la boîte. Et quand je dis technologique, ça veut dire qu'on n'apporte pas une solution sur un plateau en disant « il y a un problème, voilà la solution ». On dit « il y a 7 catégories de problèmes,
Voilà une catégorie de solutions à appliquer. On ne sera pas cohérent partout, tant pis, mais on ira dans le même sens. Voilà qui conclut 2 ans et demi de transformation chez Timo. Ça a été dense, ça a été intense, et ça nous a forcé à revisiter notre vision de DevOps en permanence. Et du coup, on a posé une définition qui est la définition qui correspond à notre entreprise, qui n'est pas forcément la définition, c'est notre définition. Et je l'exprime ainsi, c'est la prise de conscience collective de la chaîne de valeur de l'entreprise et l'identification de chaque équipe comme un maillon de cette chaîne. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les termes. On entend souvent DevOps, Dev et Ops, DevSecOps, Dev, Sec et Ops. À mon avis, le message de DevOps est bien plus profond que ça et il s'axe sur la chaîne de valeur, sur comment apporter le plus de valeur à l'utilisateur final, à nos clients. Et comment on fait ça? C'est en impliquant le plus de parties prenantes. C'est grâce à la diversité des avis et des regards qu'on va réussir à créer plus de valeur. Et cette diversité, elle passe quand on crée une nouvelle fonctionnalité, en impliquant le dev, le sec, l'ops, le produit, mais aussi le commercial, le marketing, le juridique, le comptable. C'est des nouvelles lignes comptables pour lui, un nouveau produit. Voilà, qui conclut mon talk. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Le public et moi-même, on a quelques questions. La première question, donc, ce que tu nous as expliqué, c'est que tu es arrivé, tu étais seul, tu as construit une équipe DevOps, tu as finalement dissous cette équipe DevOps. A posteriori, est-ce que le passage par l'équipe DevOps était utile ou si quelqu'un devait l'implémenter maintenant dans sa startup, tu conseillerais de passer tout de suite à l'approche DevOps distribuée, si on peut dire ça? Je conseillerais de sauter l'étape. J'en étais pas convaincu moi-même quand on l'a mis en place. Par contre, les autres forces en présence étaient complètement convaincues. Ça m'a pris du temps et ça a pris des échecs, comme je vous l'ai montré, pour réussir à convaincre que l'approche équipe DevOps n'était pas la bonne et qu'il valait mieux être tous DevOps. C'était ma vision à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, et ce n'est pas forcément vrai pour tous. Okay. Ça a marché chez nous. Et justement, ça a marché. Et la question que je me pose, c'est que finalement, tu as des Ops qui travaillaient dans un contexte DevOps, dans une équipe DevOps, qui sont devenus DevOps dans les feature teams, donc qui sont devenus Dev. Tu me disais hier, tu t'es mis au JavaScript, au React. Est-ce que tu as eu des freins dans ton équipe DevOps, justement, avant de la dissoudre? Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas envie de faire ce shift, et à l'inverse, des personnes dans les équipes de Dev qui n'avaient peut-être pas envie de passer sur des sujets plus infra? Alors non. Les équipes de dev étaient déjà très ouvertes aux problématiques Ops. C'est eux qui opéraient leur prod avant que j'arrive. Donc naturellement, ils étaient déjà très orientés prod. Et côté DevOps, on était tous globalement intéressés par le dev. On avait envie d'y aller. Et donc ça a été plutôt bien accueilli, même si ça n'a pas été facile. On ne devient pas un dev du jour au lendemain. Mais il y avait l'appétence, il y avait l'envie. Et le fait de travailler avec l'équipe de dev et d'avoir de la bienveillance à l'égard des Ops, et que les Ops aient de la bienveillance à l'égard des devs, ça nous a beaucoup aidé, ça a créé vraiment une saine émulation. Ok. C'est peut-être effectivement un des avantages et une des différences sur une startup vs grand groupe, c'est quand finalement les postes dès le départ sont moins cadrés, comme tu le disais, tu n'étais pas arrivé, donc quand tu n'étais pas arrivé, il y avait bien des personnes qui se réveillaient si ça ne marchait pas, et c'était les développeurs. Une autre question, maintenant qu'il n'y a plus d'équipe DevOps, il vous reste, on imagine, des chantiers DevOps, par exemple, je ne sais pas, imaginons une clusterisation de bases de données. Comment vous arrivez à prioriser ces chantiers par rapport à des features qui sont plutôt développement? Parce qu'on a la même problématique dans le monde du développement. Comment prioriser une refonte en microservices quand il faut faire la nouvelle feature pour la roadmap produit? Comment vous faites? C'est une très bonne question qu'on s'est posée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques 6 mois. Comment on fait? On a une roadmap technique qui est alimentée par l'ensemble de la R&D. Cette roadmap technique, on la priorise ensemble en fonction de ce qui nous fait mal ou pas. Et on a la chance d'avoir un CTO qui a poussé pour qu'on ait 30% de tâches techniques dans les sprints qui nous permettent de prioriser les chantiers purement techniques. Et dans ces chantiers, on inclut sécurité ou refonte en microservices ou migration de base, ou tout ce qui peut nous soulager. Finalement, ça rentre assez naturellement par ce channel-là. Une dernière question, comment vous arrivez à garder une vision globale DevOps, justement, vu que maintenant vous êtes
bonne distribuer question. ou... C'est cette fameuse approche communautaire où on a une communauté, donc c'est pas DevOps, ça va être cloud ou automatisation, mais qui va essayer de définir la grande stratégie, la grande trajectoire qu'on veut adopter. Comme c'est une communauté ouverte, n'importe quelle bonne idée qui y fleurirait a une chance de s'épanouir. Merci beaucoup sur cette phrase très poétique. Je vous propose de l'applaudir à nouveau.